les clubs qui réussissent sont souvent ceux qui se sont réappropriés quasiment tous les pans de leur chaîne de valeur, de l'expérience au stade. C'est eux qui gèrent leur activité de restauration, c'est eux qui gèrent leurs activités de merchandising, c'est eux qui gèrent leurs activités de sponsoring. Faut-il se réapproprier l'ensemble de la chaîne de valeur pour augmenter ses revenus en jour de match? Grande question. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Goergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial puisque nous allons revenir avec Anthony Alice, le fondateur du média ecofoot.fr, sur le dernier numéro qu'il vient de dévoiler, le magazine numéro 87, qui traite de la grande question de comment développer ses revenus B2C en jour de match. En lisant ce numéro très intéressant, je me suis dit que ce serait sûrement une bonne idée de discuter avec Anthony et revenir ensemble sur ce sujet pour vous permettre d'en tirer les apprentissages qu'il a pu faire à l'aide des nombreux cas concrets qui sont évoqués à Nantes, Toulouse, Strasbourg, La Rochelle ou encore Nanterre. On y parle de data, de marketing, de billetterie, d'expérience spectateur bien sûr, et de revenus merchandising. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Anthony, comment ça Salut va? Mathieu. Eh ben, écoute, ça va très bien, très très honoré d'avoir été invité pour cet épisode de Fan Striker. J'adore, bon, je te l'ai dit à plusieurs reprises, hein, mais j'adore ton média. Euh, J'adore écouter les professionnels qui échangent et évoquent leur vision du sport professionnel et de son évolution dans ton média. Et donc très content aujourd'hui de faire partie voilà, de tes invités. Sachant que moi, normalement, c'est plutôt moi qui pose les questions. Donc là, on va essayer d'être au niveau et de répondre à tes questions. Bah exactement, et c'est exactement ça, et merci pour tes mots parce que ça me fait aussi très plaisir de te recevoir. C'est vrai que d'habitude c'est toi qui as justement l'habitude de donner la parole aux interlocuteurs, aux personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'écosystème du sport business, et ça me tenait à cœur de, quand j'ai lu justement ce magazine, de me dire c'est super intéressant. Peut-être que tout le monde ne le lira pas du début jusqu'à la fin, donc c'était l'opportunité pour moi déjà de te donner la parole, parce que je trouve que c'est bien de le faire, parce que tu fais un travail monstrueux sur EcoFoot qui est super qualitatif, donc pour le coup, je tiens à le souligner, et bravo pour tout le travail que tu fais depuis maintenant, je crois, 11 ou 7 ans, je sais plus, mais ça fait un long moment. Ça fait longtemps. Alors, le site a évolué entre-temps. Peut-être j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation. Mais oui, en effet, le site existe, on va dire, depuis 8 ans, je pense. Ça doit être quelque chose comme 8 ça. ans. 8 ans de bons et loyaux services au service du sport. Enfin, donc aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui c'est toi qui t'exprimes, Anthony, et à travers EcoFoot. Est-ce que tu peux commencer avec une petite présentation de toi et de ce que tu mets en place depuis ces quelques années pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. Bon, alors moi, je suis Anthony. Je suis le rédacteur en chef et fondateur d'ecofoot.fr. Alors, ecofoot.fr, c'est un média spécialisé dans l'actualité économique, marketing et sociétale du sport. Comme son nom l'indique, au départ, il était essentiellement centré sur le monde du foot professionnel. Et puis petit à petit, on l'a élargi à d'autres disciplines sportives, mais également au monde amateur. Donc l'idée sur EcoFoot, c'est plutôt d'y retrouver en fait des longs formats. C'est un petit peu, on prend un petit peu le contre-pied, ben, comme toi également, tu es amené à le faire sur Fanstriker. On prend un petit peu le contre-pied du modèle web en étant, voilà, on est aux antipodes de la brève. Nous, l'idée, c'est d'essayer de creuser un sujet sur un format plutôt long à travers en général soit des interviews de professionnels ou des prises de parole croisées au sein de Focus. Euh, on va dire que l'audience aujourd'hui d'EcoFoot est essentiellement B2B. C'est un média qui sert pas mal d'instruments de veille voilà, dans le secteur du sport au sens large. Alors, quand je dis le secteur du sport, c'est aussi bien les professionnels qui travaillent dans des clubs que dans des ligues, que dans des agences, des prestataires, les cabinets d'avocats, enfin voilà, on va dire tout l'écosystème au sens large qui gravite autour du sport. Euh,
Et donc, pour faire bref sur l'histoire d'EcoFoot, l'histoire a démarré sous forme de blog et de manière, on va dire, enfin c'était un site amateur qui était en complément de mes activités professionnelles et un véritable modèle économique autour d'EcoFoot avec un modèle notamment à l'abonnement a été lancé en 2019 où là, voilà, le site s'est professionnalisé avec des contenus publiés très régulièrement et un magazine thématisé numérique qui sort une fois par mois. Où voilà, on va revenir notamment sur le dernier numéro, mais voilà, on essaie d'aborder un thème soit business, soit marketing, soit sociétal à travers focus et interview dans chaque numéro du magazine numérique. C'est vrai parce que ton média particulièrement et aussi un peu ce qu'on essaie de faire sur Funstriker, tu arrives à poser des idées, des réflexions, à créer des réflexions finalement pour tous ces acteurs-là qui travaillent au sein du sport business de façon générale, chose qu'ils n'ont pas forcément le temps, l'occasion de faire ou le recul suffisant pour aller se projeter, pour aller essayer d'éclaircir des points qui sont peut-être un peu flous pour eux. Donc c'est vraiment un apport, c'est vrai, de veille, tu l'as bien dit, EcoFoot, comme Fanstriker, comme d'autres médias, EcoLeSport aujourd'hui, des médias un peu naissants qui vont être de niche ou pas. C'est vrai que ça apporte un vrai plus pour les professionnels du secteur. Tout à fait, sachant qu'en plus, les professionnels sont submergés souvent par les tâches au quotidien. Alors ça, c'est surtout vrai notamment dans les clubs pro, où finalement l'organisation de chaque match, c'est finalement l'organisation d'un grand événement. Du coup, énormément de tâches opérationnelles. Et donc, nous, les médias de niche, les médias spécialisés, on peut les aider, on est un vrai plus pour leur travail de veille voilà, et pour s'apercevoir, se renseigner sur les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place par certains, voilà, des clubs concurrents, enfin voilà, des clubs de leur championnat, voire d'autres univers sportifs. Voilà, il y a un vrai intérêt à l'existence de ce type de médias. Alors justement, bonne pratique, ça va être une grande partie des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial, un peu particulier pour nos auditeurs parce que c'est la première fois qu'on le teste pour le coup, puisqu'on va revenir ensemble sur le dernier magazine sur lequel tu as travaillé, donc pour EcoFoot, qui est le numéro 87, qui traite de la grande question de comment développer ses revenus B2C, donc B2C c'est business to consumer, des professionnels aux particuliers, en jour de match. Donc ça va être le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Sache que je l'ai lu dans sa totalité et franchement, je l'ai trouvé super intéressant. Les exemples étaient très pertinents. On va revenir longuement dans cet épisode-là. Mais tu as donc segmenté ce magazine sur 3 sujets. La data marketing et la billetterie, l'expérience spectateur et enfin les revenus merchandising en jour de match. Et exactement. Alors, déjà, le choix du thème sur les revenus grand public en jour de match, alors je trouvais que c'était intéressant de le traiter à ce moment-là, après on va dire 2 ans de crise sanitaire où les clubs n'ont pas pu recevoir normalement le public en jour de match. Le jour de match qui constitue malgré tout le cœur de l'activité économique des clubs professionnels et même amateurs. Et donc je trouvais que c'était là le bon moment, en espérant que cette crise sanitaire soit définitivement derrière nous, mais que c'était le bon moment pour voilà pour évoquer 2 choses. Un, euh, les projets de développement, voilà, notamment pas mal de clubs ont profité, on va dire, de cette période pour investir dans les canaux numériques pour optimiser leurs activités en jour de match. Donc c'est de là qu'est partie la réflexion d'évoquer notamment le sujet sur la data et la billetterie. Et puis il y avait aussi la volonté de voir les bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui ont été initiées bien sûr avant la pandémie, de voir dans les activités jour de match au sens large, que ça soit dans le merch, que ça soit dans la restauration, que ça soit dans l'accueil des spectateurs, dans les animations mises en place, voilà, dans le parcours spectateur finalement au stade, d'essayer de décrypter qu'est-ce qui est mis en place, quels sont les clubs, on va dire, un peu référents. Et ce qui est intéressant, c'est que alors, on a interviewé une dizaine d'acteurs pour le magazine, mais il y a 2 focus principaux sur 2 clubs qui ne sont pas d'ailleurs issus du football. Et c'est intéressant parce que voilà, ils sont issus de disciplines où les revenus
jours de match sont plus importants dans le business model des clubs en question. Donc on va revenir, mais c'est le Stade Rochelet en top 14 et le HBC Nantes en Ligue Molly Star League. Et c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution de ces deux clubs, tout ce qu'ils mettent en place pour justement développer leur revenu jour de match et de voir qu'ils sont précurseurs dans certains domaines. Et tu as réuni donc plusieurs professionnels de l'industrie du sport. On peut peut-être les citer et les remercier parce que je trouve qu'ils ont été assez transparents dans le magazine. Donc tu peux les nommer? Oui, alors j'espère ne pas en oublier. Je compte sur toi si j'en oublie un. Alors du coup, on a interviewé notamment Tanguy Audrit du Stade de Reims, qui est le responsable marketing du club rémois. On a eu Pierre Guény de Nanterre 92 en Betclic Elite, qui est voilà, responsable de la billetterie grand public du club de Nanterre. On a eu Thomas Rousseau du côté du Stade Rochelet, qui est le responsable voilà, des activités B2C des Maritimes. Euh, on a eu aussi Guillaume Charpentier du HBC Nantes, qui est le stadium manager et donc qui gère vraiment tout ce qui est activité de la H Arena, que ce soit pour les rencontres d'ailleurs du HBC Nantes et les événements que le HBC Nantes est amené à organiser en dehors de ses rencontres sportives, puisque le club a l'exploitation de la salle. Euh, on a eu Olivier Spett d'Arena Metrics, voilà, sur le sujet notamment, un vrai expert que tu as accueilli il n'y a pas longtemps d'ailleurs Exactement. dans la série de podcasts, euh, voilà, d'Arena Metrics. Bruno, alors je vais écorcher son nom donc il va pas être content, mais Bruno Schwab-Klaber de Licensing for Growth. Voilà, sur la partie merchandising, on a eu Benjamin Gutleben, le directeur marketing du Racing Club de Strasbourg, Olivier Jaubert, le directeur général du TFC, Emmanuel Robert, le directeur du développement du FC Lorient, et Benjamin Richez, voilà, de l'agence Troisième Ligne. Je crois que là, on a fait le tour voilà, des interlocuteurs qui ont été interrogés. Et donc l'idée, comme tu vois, c'était d'avoir côté club, mais également du côté des agences conseils, pour avoir les deux côtés, une vision aussi macro. Ce qui est intéressant avec les agences conseils, et je pense notamment à Arena Metrics avec Olivier, c'est que voilà, il travaille avec une multitude de clubs. Dans le cadre d'Arena Metrics, c'est une cinquantaine de clubs. Ils ont donc une vision vraiment macro sur l'industrie du sport. Et voilà, c'est très intéressant de recueillir leurs analyses et de le compléter en plus des analyses des clubs. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec donc les premières pages du magazine. On parle de basketball, notamment avec Pierre Guény, donc qui est le responsable de la billetterie de Nanterre 92, club de basketball qui évolue en Betclic Elite. Il aurait sous-estimé les effets du Covid-19 sur la saison 2020-2020, 2021-2022, pardon, puisque la fréquentation moyenne dans sa salle était d'environ 2000 spectateurs pour normalement 3000 places disponibles. Oui, tout à fait. Alors, sachant qu'en plus, Nanterre, c'est en général un bon élève de Betclic Elite. Le club est notamment loué pour l'ambiance dans sa salle à Nanterre. Alors, il faut dire que Nanterre 92, c'est un cas un petit peu à part, parce que, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, parce qu'on a l'impression que ça remonte à loin, vu qu'on ne parle plus de cette pandémie, mais on a eu au mois de décembre et au mois de janvier voilà, une résurgence de la pandémie avec voilà, un nouveau variant Omicron qui a conduit à la réinstauration des jauges, que ce soit dans les stades ou dans les arénas. Et en fait, Nanterre 92 a été particulièrement frappé par cette réinstauration des jauges, puisque le club recevait les principaux cadors de Betclic Elite à cette période-là. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois, Monaco et Lasvel qui se déplaçaient à Nanterre à ce moment-là, des matchs évidemment sold out, c'est les deux poids lourds du championnat. Donc on peut dire que là, l'affluence moyenne, elle est autour de 2000 spectateurs du côté de Nanterre 92. S'il n'y avait pas eu voilà, ces difficultés-là, ces retours des jauges, le club serait sûrement autour de 2002-2300, donc on serait dans des standards voilà, plus normaux par rapport à ce que le club a l'habitude d'enregistrer. Donc ça c'est une chose, mais malgré tout, le constat de Pierre, c'est que c'est pas si simple que ça de faire revenir en salle ou au stade les spectateurs, parce que pendant la période finalement de pandémie, les fans de sport ont pris d'autres habitudes.
D'ailleurs, ça vaut pour beaucoup d'autres industries du divertissement, hein, pas que pour le sport pro. Et du coup, c'est pas si simple que ça. Alors, il y a eu l'effet de réouverture où là, les clubs ont évidemment reçu beaucoup de demandes parce que, évidemment, à la fin des premiers confinements, on avait tous envie de ressortir et de recréer de l'interaction sociale de manière physique. Mais passer finalement cette vague-là, aujourd'hui, faire venir au stade, c'est faire revenir au stade les foules, c'est pas si simple que ça, surtout que euh, pour la plupart des clubs, ils n'ont pas, pendant cette période-là, forcément redéfini leur expérience au stade. Finalement, ils sont repartis sur le modèle qui était en place avant et un modèle sur lequel, alors là, je parle surtout pour le football professionnel, mais les clubs rencontraient des difficultés à évoluer à guichet fermé et finalement ces difficultés tu les retrouves aujourd'hui. En plus, la pandémie n'a pas complètement disparu pendant cette saison-là avec le retour des jauges et c'est ce qui fait que voilà, les clubs rencontrent finalement des difficultés à faire revenir les spectateurs, n'ont pas retrouvé totalement leur niveau d'affluence d'avant-crise. C'est vrai que pendant le Covid, il y a beaucoup de clubs. Je discutais avec Michael Finet de l'ASM Clermont il n'y a pas si longtemps aussi sur ce podcast, et il expliquait que grâce au Covid, ils ont débloqué un budget pour travailler ces sujets de fan expérience. Donc effectivement, il y en a qui ont plutôt accéléré sur cette partie expérientielle, d'autres qui ont aussi considéré davantage le sujet qu'on va aborder juste après, la partie data, recueil des données, l'utilisation de ces données-là pour faire venir ou faire revenir des potentiels spectateurs. Donc c'est vrai que ceux qui ne l'ont pas fait sur cette période de creux, on va dire, le payent ou le payeront ou le payent actuellement un peu plus cher parce qu'ils n'ont pas senti cette nouvelle vague qui pouvait arriver après le Covid. Tout à fait, Mathieu. Et alors, c'est intéressant ce que l'exemple que tu donnes du côté de l'ASM, parce que je vais pas dire que c'est presque un contre-exemple, mais malgré tout, les clubs, alors là, à nouveau, c'est surtout vrai pour le football, mais on peut également décliner sur les autres disciplines sportives professionnelles, c'est que durant cette période de crise, les clubs ont souffert économiquement. Alors même si elles ont été beaucoup aidées, donc ça a permis tout de même de traverser la crise, mais il y a eu tout de même voilà, des canaux économiques qui ont été totalement asséchés durant cette crise-là, sans oublier que les clubs professionnels de foot ont été confrontés à une double crise avec les droits télé. Et du coup, on s'était aperçu qu'avant la crise, il y avait vraiment un mouvement très positif d'investissement des clubs dans la fan expérience. Il y avait des clubs comme les Girondins de Bordeaux, comme l'AS Saint-Étienne, qui avaient mis en place vraiment de multiples initiatives pour voilà, améliorer l'accueil des spectateurs au stade. Bordeaux était allé même jusqu'à la mise en place d'une fan zone devant le Matmut Atlantique. Et en fait, malgré tout, la crise sanitaire et les mauvaises perspectives économiques, avec en plus le problème des droits télé, a souvent réduit les investissements dans la fan expérience. Donc, on rentre un peu dans le cercle vicieux et on revient sur les difficultés à faire venir et revenir les spectateurs au stade. L'un des moyens, l'un des outils qui permettent ce que tu viens de dire, c'est notamment donc, les outils CRM. Tu en parles avec Olivier dans le magazine, Olivier Spett, qu'on avait reçu donc, sur le podcast il n'y a pas si longtemps. Et il mentionne un exemple qui est super parlant, je trouve. Il dit que pour remplir un stade qui contient 15 000 places, un club doit obtenir une base de données d'au moins 7 fois ce volume, soit environ 105 000 adresses email qui sont en opt-in, c'est-à-dire qui peuvent être contactés et utilisables. Il y a donc une vraie quête, une vraie grande quête des données à obtenir pour maximiser ses chances de remplir son enceinte. Avec cet exemple-là, je trouve que c'est vraiment flagrant. Ouais, tout à fait. Alors en plus, c'est intéressant parce que, comme je te l'ai dit, Arena Metrics travaille aujourd'hui avec une cinquantaine d'organisations sportives, notamment beaucoup dans le basket et dans le rugby. Donc, ils ont vraiment une vision macro. Donc, ça s'appuie vraiment sur, on va dire, du terrain, ce type de ratio que nous donne Olivier dans le magazine. Un point sur lequel il a insisté, Olivier, c'est vraiment la notion d'opt-in et de consentement. Parce que finalement, des adresses mail. Les clubs en recueillent beaucoup durant leurs activités, notamment de billetterie, mais ce sont des personnes qui ne peuvent pas forcément recontacter si elles n'ont pas consenti à ce que le club puisse leur adresser des emails directement.
J'en parlais également avec Nanterre 92, justement, avec Pierre, de ce sujet-là, où il m'expliquait que eux, dans leur base de données, ils ont plus de 30 000 adresses, soit plus de 10 fois finalement la capacité de la salle. Seulement, le problème, c'est qu'elles sont loin d'être toutes opt-in. Du coup, ils n'ont pas du tout la capacité de s'adresser à toute cette base de données-là. Et notamment, il l'explique aussi, je crois, avec la modification RGPD qui a eu lieu. Tout à fait. Beaucoup d'acteurs ont perdu des points de contact avec leur audience finalement parce que il fallait renouveler cette opt-in. Ouais, tout à fait, exactement. Et alors du coup, sûrement, on n'en a pas forcément beaucoup parlé dans le magazine, mais certainement que les clubs ils gagneraient à incentiver finalement l'opt-in et la communication par mail en accordant derrière une petite remise sur les billets achetés à la boutique en ligne ou à la boutique au stade pour permettre voilà de recruter des adresses opt-in et de pouvoir se réadresser finalement à ces spectateurs qui achètent occasionnellement ou pour la première fois des places. Donc ça, c'est un élément très très important. Et un autre élément qu'on a évoqué notamment lors de ce magazine, au-delà de la récolte d'adresses mail finalement via des transactions, il y a aussi l'idée de récolter ces adresses mail sur les points de contact et notamment sur les réseaux sociaux qui sont en fait des réservoirs à contact pour les clubs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les clubs professionnels affichent plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions pour les plus grands clubs de Ligue 1, d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais que derrière leur base de données n'est pas du tout à ce niveau-là. Ils n'ont pas du tout le même nombre d'adresses opt-in derrière. Alors l'idée, c'est finalement de lancer des campagnes de recrutement d'adresses sur ces canaux-là. Beaucoup passent par des prestataires qui sont en capacité d'organiser des jeux concours, des quiz, de l'animation de communauté finalement, des plateformes de pronostics aussi, qui permettent voilà, d'animer la communauté tout en permettant aux abonnés sur les réseaux sociaux de s'inscrire, d'entrer finalement dans l'écosystème du club, puisque en étant sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas forcément dans l'écosystème du club. Et derrière, voilà, ces types de mécaniques permettent au club de recruter des adresses, mais également de recruter des datas supplémentaires et de mieux connaître leurs prospects ou leurs fans ou leurs spectateurs. Typiquement, le Stade de Reims a mis en place dernièrement sa plateforme de pronostic en collaboration avec Phoenix Sports. Donc du coup, elle anime sa communauté en donnant des lots et des cadeaux à ses spectateurs, à ses fans qui réalisent les meilleurs pronostics. Et à travers voilà, cette plateforme-là, le club rémois récolte des informations additionnelles très intéressantes sur ses prospects, comme par exemple le joueur préféré pour chacun des fans. Et ça peut être intéressant. Par exemple, pour une campagne de mailing automation à l'anniversaire du fan, lui proposer une remise sur le maillot voilà, du joueur préféré, et ben ça a de la valeur et ça va donner un meilleur taux de transformation finalement de cette campagne-là. Donc c'est vraiment intéressant. Les clubs en sont au début de cette volonté de rapatrier finalement les bases de données réseaux sociaux dans leur propre base de données. Ils travaillent avec une multitude d'acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça apporte aussi de la valeur ajoutée aux fans, puisqu'ils ont accès à des mécaniques supplémentaires, à des jeux concours supplémentaires, potentiellement à gagner des lots supplémentaires, et ça renforce finalement l'interaction entre les fans et le club. C'est vrai que c'est un vrai cercle vertueux entre tes communautés de followers, d'abonnés sur les réseaux sociaux, les données et la base de données que tu possèdes. Tout ça va te permettre déjà d'intégrer tous ces communautés de personnes dans une expérience enrichie avec, tu l'as dit, accès à des contenus premium ou uniquement dédiés parce qu'ils sont encarté, embasé, on va dire. Et ça va aussi avoir son poids, notamment lorsque le club va aller démarcher des partenaires. Puisqu'aujourd'hui, on l'a vu avec l'exemple sur le post LinkedIn d'Olivier qu'il avait diffusé, avec le FC Barcelone et Spotify, où le FC Barcelone mentionnait une communauté avec un chiffre monstrueux, et qu'en réalité, Spotify n'avait pas cet intérêt aussi marqué, parce qu'en fait, le nombre de fans qui étaient vraiment embasés dans les outils CRM du club, bah, ça représentait une petite quantité de l'ensemble de la communauté sur les réseaux sociaux que le FC Barcelone mettait en avant. Donc forcément, c'est quelque chose qui est vertueux. Plus les communautés de fans vont être intégrées dans la base de données, plus derrière, il y aura des choses intéressantes à créer avec des partenaires qui auront aussi un intérêt d'aller potentiellement trouver des nouveaux clients sur leur business propre. Donc
C'est vraiment quelque chose qui se nourrit. Quels sont les moyens mis en place par les clubs pour traiter ces sujets justement FRM, donc Fan Relationship Management, et CRM, donc Client Relationship Management? Alors, ce qu'on constate là ces derniers temps, c'est que les clubs ont pas mal investi dans des solutions technologiques pour faciliter finalement, euh, on va dire, la collecte et l'assemblage finalement de toutes ces données à travers les différentes activités. Donc, ce sont souvent des solutions CRM, hein. Il y a par exemple Arena Metrics qu'on a donc cité dans cet épisode. Il y a d'autres acteurs comme Sports Alliance. Par exemple, le Stade de Reims travaille avec Sports Alliance qui a surtout des acteurs, qui bosse surtout avec des acteurs sur les marchés anglo-saxons. Je crois qu'ils travaillent aussi avec Tottenham, par exemple, et les marchés du Benelux. Donc voilà, les clubs s'équipent de ces solutions-là qui permettent finalement on va dire, de condenser à un même endroit l'ensemble des datas, des données collectées sur les communautés et également derrière de leur adresser la communication par mail ou par SMS. Donc ça, c'est l'équipement technologique. Il y a également dans l'équipement technologique des projets qui sont mis en place pour éviter de travailler en silo chacune des activités. Parce qu'il faut savoir que dans les clubs, les activités sont souvent assez cloisonnées, que ce soit d'un côté le merchandising, d'un côté la billetterie, avec des prestataires différents, ce qui fait que souvent le fan, quand il va acheter un produit sur la boutique en ligne, il doit créer un compte et il doit créer un autre compte pour la billetterie en ligne, par exemple. Donc, du coup, les clubs se lancent dans des projets qu'on appelle SSO, Single Sign-On, c'est-à-dire d'authentification unique, voilà, qui permet, alors, ça améliore également l'expérience utilisateur, puisque de son côté, le fan n'aura qu'un compte pour tous les accès et tous les points de contact avec le club, notamment sur les canaux digitaux. Et pour évidemment le club derrière, ça facilite la collecte d'infos parce que évidemment d'avoir une activité séparée sur le merch, une activité séparée sur la billetterie, ça fait des déduplications d'adresses, des doublons, etc. Enfin, ça crée des complexités de gestion. Donc, d'un point de vue technologique, voilà, on a beaucoup de clubs là qui montent en puissance pour pouvoir avoir ne serait-ce que les outils et travailler de manière efficace et proprement tout ce qui est politique FRM, CRM. Et après, il y a le côté humain, où là, peut-être, ça pêche encore un peu au sein des clubs professionnels. Aujourd'hui, il y a assez peu de clubs pro où il y a une personne, au moins une personne dédiée à la stratégie FRM, CRM, sachant que c'est indispensable d'avoir au moins une ressource, car c'est un travail colossal d'imaginer les process de collecte d'infos, d'imaginer les process de segmentation, d'imaginer les process de marketing automation, de campagne marketing, etc., de personnalisation des messages en fonction des segments. Enfin, voilà, ça demande énormément de travail en fait, le FRM, CRM. On est équipé aujourd'hui dans les clubs, dans la plupart des clubs, mais il n'y a pas forcément toujours les ressources qui sont attachées à cette activité-là. Mais on sent vraiment une prise de conscience et une maturité qui progresse sur ce sujet. Aujourd'hui, on peut dire que dans les clubs de Ligue 1, il y a dans la plupart des clubs au moins une ressource qui est attachée au développement de la politique FRM-CRM. Dans le top 14, il commence à y avoir des clubs aussi. Je pense au Stade français qui a une ressource dédiée au développement de la politique FRM-CRM. Ça commence à venir. Heureusement, les clubs peuvent aussi s'appuyer sur leurs prestataires, hein, comme Arena Metrics, par exemple, qui fournit des solutions, voilà, enfin des prestations, on va dire, de consulting pour aider les clubs à monter en puissance sur ces sujets-là. Mais clairement, on n'est pas du tout au niveau du retail ou d'autres secteurs d'activité où il y a des services entiers dédiés voilà, au CRM. Le sport, et notamment en France, doit encore progresser et doit encore se staffer pour pouvoir voilà, mettre en place des politiques FRM, CRM efficaces. Mais même tu le vois de façon générale, au-delà même du sport, moi je constate de plus en plus d'offres de recrutement sur des jobs de data spécialiste, data analyst. Je vois là où je travaillais chez Intersport par exemple, c'est un job qu'on a créé spécifiquement dans un premier temps en alternance, qui je crois qui a perduré ensuite sur un data analyst spécifique. Et je vois régulièrement sur LinkedIn des offres sur ces thématiques d'analyse des données, de recueil des données, aussi d'utilisation, etc. derrière qui sont assez nombreuses. Donc c'est vrai que le sport est en retard, mais aussi dans le domaine plus global, notamment du retail, c'est des choses qui sont encore en train de bouger, de grandir, de se mettre en place.
Donc on est encore dans le wagon. Si on veut le prendre maintenant, c'est le bon Tout moment, à je fait, pense. tout à fait. Alors dans ce magazine, tu consacres un long sujet sur le succès du Stade Rochelais. Donc le Stade Rochelais, pour ceux qui connaissent plus ou moins le sport business, et notamment le rugby, ils ont une particularité, c'est qu'ils cumulent jusqu'à 66 matchs, peut-être un peu plus à l'heure où on enregistre cet épisode. Je crois qu'on est toujours à 66. Il n'y a pas eu de rencontre à Marcel de Flandre depuis. Ok. 66 matchs à guichet fermé. Guichet fermé, c'est-à-dire que il n'y a plus aucune place à vendre pour assister à la rencontre. Donc à domicile, dans leur stade, donc Marcel de Flandre, quel est leur secret? On veut tous savoir. Alors pour le coup, oui, j'ai pu m'entretenir avec Thomas Rousseau, donc qui est en charge des activités B2C au Stade Rochelet, et il m'a répété deux fois cette phrase qui qui est le triptyque sur lequel il se concentre, qui est infrastructure, qualité d'infrastructure, personnel et produit. Euh, le Stade Rochelet a beaucoup travaillé sur son stade ces dernières années pour déjà développer la capacité, mais pas trop, pour pouvoir conserver le principe de rareté. Aujourd'hui, quand on va au Stade Rochelet, on rentre dans l'univers du club, tout est habillé aux couleurs du club. Voilà, rien n'est laissé au hasard, que ce soit dans la décoration, dans les animations, même dans les produits de restauration, puisqu'on a des burgers logotés avec le logo du Stade Rochelet sur le pain. Donc en fait, on rentre vraiment dans un univers. On est, alors, je vais pas prendre la référence à Walt Disney parce que ça, c'est pas toujours bien pris dans le monde du sport, mais on rentre vraiment dans un univers du club. Rien n'est laissé au détail dans l'organisation. Pareil au niveau du personnel. Alors évidemment, c'est beaucoup d'intérimaires qui travaillent en jour de match. Et ça, c'est vrai pour tous les clubs. Mais ce que cherche à faire le Stade Rochelet, c'est justement à fidéliser ce personnel en jour de match, à intégrer ce personnel dans la famille Stade Rochelet. Un des exemples qui est cité dans le magazine, c'est le fait que les personnes qui travaillent en jour de match ont été conviées à assister à une rencontre du club en Coupe d'Europe du côté de Bordeaux pour l'affiche UBB Stade Rochelet. L'idée, c'est vraiment de construire un sentiment d'appartenance, pas uniquement du coup côté fan, mais également côté salarié du club, côté personnel, pour qu'ils soient pleinement investis derrière les jours de match dans l'accueil des fans, l'accueil des spectateurs. Ça, c'est également voilà, un élément très important. Et après, quand on parle de produit, le produit, ça passe pas uniquement par le spectacle sur la pelouse, mais c'est également toute l'application que met le club dans les différentes activités proposées au stade. Et je pense notamment à la restauration, où le club aujourd'hui propose vraiment une offre très variée, où on va de l'offre, on va dire un peu fast food, street food, avec les burgers classiques, les hot dogs, mais malgré tout, en s'appliquant, en essayant de donner voilà, des produits de qualité et non pas un sandwich acheté chez un prestataire euh, voilà, qui sera vendu aux spectateurs, jusqu'au restaurant où il est possible voilà, de manger une entrecôte. Et restaurant pour le B2C, hein, on ne parle pas du B2B, il est possible d'aller manger une entrecôte, un saumon gravlax, enfin voilà. Euh, le club élargit sa palette d'offres pour ses spectateurs pour contenter toutes ces typologies de public, que ce soit du fervent supporter à la famille, voilà, en passant par le spectateur occasionnel, même si on a très peu, étant donné le nombre d'abonnés au stade Marcel de Flandre. Mais voilà, le club est vraiment très, comment dire, très en alerte sur l'expérience fournie en jour de match. Et donc, du coup, derrière, forcément, le succès est au rendez-vous. Et c'est vraiment, j'insiste sur le fait d'avoir créé cet esprit communauté aujourd'hui. Il faut savoir que le Stade Rochelet, donc c'est 16 000 capacités de 16 000 places. Il y a 10 000 abonnés, plus 3 300 spectateurs B2B qui achètent un siège à prestation. Donc finalement, le club ne commercialise que 2000 entre 2000 et 3000 places par match. Donc évidemment, tous les matchs sont sold out. Et en plus, aujourd'hui, le club n'est plus en capacité de satisfaire voilà, toutes les demandes d'abonnement.
qu'il reçoit parce qu'il a un taux de reconduction des abonnés qui est énorme. On est au-dessus de 95% par saison. Pourquoi? Parce que tout le monde apprécie finalement le spectacle au Stade Rochelet, hein. On est exactement dans le cercle vertueux que tu décrivais tout à l'heure. Et du coup, le club met en place des listes d'attente pour que les abonnés puissent accéder, ceux qui veulent s'abonner, qui n'ont pas été satisfaits, puissent avoir un accès privilégié à la billetterie durant la saison et être aussi en priorité sur les prochains lancements d'abonnements pour la saison prochaine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et un autre élément aussi que j'aime beaucoup chez le Stade Rochelet, c'est que évidemment, bon, un club professionnel a la volonté d'optimiser ses revenus en jour de match. Euh, et du coup, on va dire la solution naturelle, ben, ça serait d'augmenter sans cesse le prix des billets pour profiter de cette demande supérieure à l'offre. Mais le Stade Rochelet reste quand même vigilant à ce niveau-là pour pouvoir toujours accueillir tous les publics et satisfaire ses fidèles. C'est pour ça que d'ailleurs le club n'a cessé d'élargir sa gamme de prix au Stade Marcel de Flandre dans sa politique de billetterie. Et également un autre élément intéressant, c'est que les abonnés, s'ils ne peuvent pas venir assister au match, peuvent revendre leur place à l'unité au match, mais les prix sont plafonnés pour qu'il n'y ait pas voilà, des systèmes de surenchère, de bulles spéculatives, et que finalement, derrière, ça devienne un produit de luxe de venir assister à un match du Stade Rochelet. Avoir une place pour le Stade Rochelet, c'est un produit rare, mais ce n'est pas forcément un produit de luxe. Et ça, c'est une démarche que j'apprécie beaucoup du côté des Maritimes. Et c'est vrai que sur la billetterie secondaire, j'avais lu un article il y a quelques années lorsqu'ils l'avaient lancé. Il mettait en avant surtout le fait que ça permettait au club de garder le contrôle sur la revente des billets. Effectivement, si tu crées pas une billetterie secondaire aujourd'hui, tu ne maîtrises pas le fait qu'un supporter lambda puisse aller vendre 4 000 € une place parce que le match est un match top niveau et que voilà, il peut se permettre de le vendre à ce tarif. Donc super intéressant. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée sur ce qu'a dit Thomas Rousseau sur sa situation au Stade Rochelet, c'est que pour eux, c'était très important que l'offre soit toujours inférieure à la demande pour enrichir la valeur du billet, pour donner le sentiment de privilège aux spectateurs. Et ça me fait penser à quelque chose de très simple qu'on a certainement vécu toi et moi et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que quand on va chercher un lieu pour se restaurer, un restaurant, si on passe devant un restaurant qui est vide, on aura tendance à penser que c'est peut-être pas très bon et peut-être pas une très bonne idée de passer la porte. Par contre, si on va devant un lieu où c'est déjà bondé et qu'à l'intérieur tout le monde est déjà assis et qu'il y a une queue immense à l'extérieur, eh ben on aura tendance à penser que ça va être intéressant d'y aller et que ça peut être bon. Donc c'est la phrase un peu simple, hein, le monde appelle le monde, et je pense que c'est véridique pour le coup et c'est une très bonne philosophie que peut avoir le Stade Rochelet à travers ce que nous partage Thomas Rousseau. Entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est que le club, avec les collectivités, vont présenter bientôt un plan de modernisation du stade Marcel de Flandre. Et l'idée, ce n'est pas de l'agrandir et d'être dans le gigantisme comme on a pu le connaître avec certains stades, notamment de l'Euro 2016. L'idée, c'est plutôt d'améliorer la qualité finalement du stade et pas forcément de jouer sur la quantité. Donc finalement, la capacité va assez peu progresser. Et c'est intéressant de voir que ce mouvement de gigantisme, on y revient aujourd'hui. La plupart des projets de modernisation ou de construction de stades s'inscrivent dans le fait de redonner ce sentiment de rareté à la place au stade. Je prends l'exemple du stade brestois qui a présenté dernièrement son projet de nouveau stade, où on va être sur une capacité entre 13 000 et 15 000. Donc on voit on est vraiment sur une dimension qui est finalement euh, en adéquation avec la zone de chalandise du club et les capacités du club à drainer du public au stade. Je prends aussi l'exemple de Strasbourg, où Strasbourg, on pourrait dire que la Méno mériterait un gros élargissement de capacité, vu que le club joue quasiment, beaucoup de ses matchs à guichet fermé, mais également le club va passer quand même de 26 à 32 000, si je ne me trompe pas, d'ici 2025. Euh, mais c'est essentiellement un élargissement de la capacité B2B. Et sur la partie B2C, ça sera un élargissement de la capacité à la base, car le club veut maintenir le fait que venir assister à un match au stade, ben, c'est un privilège.
Voilà, c'est un privilège de vivre les émotions en live de son équipe. Et ça, c'est un élément intéressant. Et on voit que dans les stades trop grands, qui ont vu trop grand, il n'y a pas ce phénomène de rareté et on rentre là, par contre, dans une spirale plus vicieuse où en plus on est obligé de casser les prix pour pouvoir faire venir les spectateurs. On est aux antipodes finalement du phénomène de rareté. Et ce qui m'intéresse le plus, enfin ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'en fait finalement, nous professionnels du sport business, je nous inclus toi et moi dans tout cet écosystème-là, c'est que ça nous oblige à réfléchir différemment. À l'époque, voilà, c'était une place sèche que l'on allait mettre en priorité pour faire une rentrée d'argent de revenus en B2C en jour de match. Et aujourd'hui, il va falloir compenser finalement le fait que bah, tu vas pas étendre ton stade pour avoir de nouvelles places sèches qui vont être une rentrée directe de revenus. Mais par conséquent, il va falloir travailler bah, l'expérience, sur l'offre de restauration, des services annexes, etc., pour augmenter un panier moyen. Et c'est exactement ce qui se passe au Stade Rochelet, c'est qu'en 2014, le panier moyen était 3 euros. Aujourd'hui, il est basculé à 7 euros. Donc, on a mis notre énergie et notre temps et notre réflexion sur d'autres sujets qui vont nous faire aussi augmenter les revenus en jour de match. Ah, tout à fait, c'est passé par l'augmentation des points de vente, l'habillage des points de vente, ça c'est un élément important. Un point de vente en béton te donne moins envie d'y aller qu'un point de vente habillé aux couleurs du club. Voilà, l'élargissement des offres pour convaincre tout le monde de venir se restaurer. Et derrière, forcément, tu as l'augmentation de ce panier moyen spectateur qui passe également par tout simplement un taux de personnes qui consomment de la nourriture au stade plus important. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et le modèle du Stade Rochelet commence à faire des émules et il y a beaucoup, beaucoup de clubs. Mais je tiens à dire un élément important, c'est que pendant longtemps, en fait, l'activité, par exemple, de restauration et d'autres, notamment activités qui font partie de l'expérience spectateur sans être attachées aux sportifs, étaient souvent externalisées. C'est-à-dire que les clubs, ne connaissant pas finalement ce métier-là, préféraient empocher un minimum garanti en début de saison et confier et déléguer l'activité finalement à un prestataire. Et lui, le prestataire, du coup, son but, c'était uniquement, on va dire, un enjeu économique que de rentabiliser le minimum garanti qui a été payé au club. Et du coup, ça pouvait avoir des répercussions sur la qualité. Aujourd'hui, euh, pas mal de clubs décident soit de réinternaliser l'activité de restauration, soit de construire des modèles hybrides avec un prestataire pour que le club soit intéressé au chiffre d'affaires et au développement des ventes, euh, pour qu'on ait des modèles finalement plus vertueux et qui renforcent, qui enrichissent finalement l'expérience spectateur. Le cas du Stade Rochelet est intéressant puisque le club souhaite dupliquer son modèle qui fonctionne très bien dans le rugby à son autre entité, qui est le basketball, parce qu'aujourd'hui on a le Stade Rochelet rugby, mais aussi le Stade Rochelet basketball. Alors tout à fait, sachant que de ce que m'a expliqué Thomas, c'est que la reproduction du modèle à l'identique n'est pas possible. Alors déjà, pour un élément intéressant, c'est que le modèle de l'abonnement est moins prisé au basket qu'au rugby. Alors, certainement lié au fait qu'aujourd'hui, le Stade Rochelet Basket n'évolue pas au plus haut niveau, hein. Ils sont en troisième division, en National 1. Donc ça a sûrement une incidence sur le modèle de vente des places. Mais également le fait que ça soit un sport en salle, le fait que ça soit une culture différente. Euh, le, le basket est très imprégné, évidemment, de la culture américaine et de ce qui peut se faire en NBA. Voilà, on n'adresse pas forcément les mêmes cibles. Et du coup, en fait, le Stade Rochelet est davantage au basket dans une volonté de test and learn un peu sur cette discipline pour voilà, activer les bons leviers, sachant que dans l'idéal du club, même s'il y a la volonté globalement de développer la marque Stade Rochelet, l'idée c'est quand même d'attirer un public captif différent de celui qui l'attire au rugby. Et donc voilà, donc l'idée c'est de voilà de peut-être de développer un peu plus la dimension entertainment, la dimension spectacle, notamment lors des temps morts, etc. Là-dessus, on est finalement au basket sur un sport qui peut être
un peu moins conservateur que le rugby, influencé des États-Unis. Et donc là, les équipes du Stade Rochelet qui travaillent sur la fan expérience. Alors, il faut savoir que toutes les équipes sont mutualisées, c'est-à-dire toutes les équipes du Stade Rochelet travaillent sur les différentes disciplines sportives du groupe. Et donc, les équipes de la fan expérience ont peut-être un peu plus de liberté pour tester des choses. Et c'est intéressant parce que ça peut être quand même un laboratoire aussi pour le rugby, peut-être plus tard, voilà, pour voir voilà, les choses qui peuvent fonctionner. Donc c'est vraiment intéressant ce qui est mis en place au basket. Alors après, alors j'anticipe peut-être une de tes prochaines questions, mais qui est l'influence de la NBA. On a toujours un peu l'impression qu'en France, dans le basket, on a des activations qui sont pauvres par rapport à ce qui peut se faire de l'autre côté de l'Atlantique. Mais moi, j'aime bien toujours aussi me référer aux données économiques qui montrent les contraintes auxquelles sont confrontés nos clubs. C'est-à-dire que quand aux États-Unis, par exemple, une franchise comme les Knicks engrange alors avant Covid, autour de 400 millions de dollars de chiffre d'affaires par saison, nous, nos mastodontes du basket français dépassent légèrement les 10 millions d'euros de budget par saison. Donc, le delta économique fait que aujourd'hui, évidemment, dans l'expérience fan, nos clubs n'ont pas du tout la possibilité et les capacités de mettre en place ce qui est mis en, enfin voilà les activités mises en place de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est bien de s'inspirer, mais il faut bien avoir les ordres de grandeur en tête, sachant qu'en plus nous en France souvent les clubs ne sont pas propriétaires hein, de leur salle, parfois et n'ont même pas l'exploitation exclusive. Donc ça aussi, ça contraint un petit peu leur liberté d'action dans la mise en place des opérations et des animations. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir ça en tête. C'est vrai que là, tu marques un vrai point. Souvent, on a tendance à dire dupliquer, regardez ce qui se fait sur le continent américain, on fait ça pareil chez nous. Mais là, est-ce que tu as mis en avant, notamment sur l'aspect économique, bah, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à contredire de ça, quoi. Mais tu as un peu anticipé ma question, c'est vrai, sur l'aspect NBA, et je me suis posé la question sur la réflexion pendant que je travaillais sur le contenu de cet épisode ensemble. Je me suis dit que finalement, la NBA portait peut-être plus préjudice qu'autre chose au basketball français. Je vais m'expliquer sur cette réflexion-là. C'est qu'aujourd'hui, la NBA, on le sait à travers ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à travers ce qu'on vit lorsqu'on on a la chance de vivre un match sur place, que ce soit aux États-Unis ou lorsque c'est délocalisé, il n'y a pas si longtemps en France, par exemple. L'expérience entertainment est tellement forte qu'un fan peut se dire que bah voilà, c'est le basket de façon générale. Donc le basket, c'est la NBA. Donc quand je vais voir un match de basket en France, mes attentes vont être en fonction de ce que je vois sur le continent américain. Alors qu'au rugby, eh ben, on n'a pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'en rugby, en élément de comparaison, un spectateur, un fan, quelqu'un qui aime ce sport, il va pas se dire bah ouais, je vois que dans tel pays ils font quelque chose d'incroyable. Lorsque je vais voir un match de ce sport en France, voilà, il n'y a pas cette comparaison qui est réalisable. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Ah bah, tu as entièrement raison et c'est le, le problème que le continent européen est finalement la locomotive et le benchmark pour des disciplines comme le foot et le rugby. Donc du coup, bah, partout dans le monde, la référence et le point de comparaison, c'est la manière dont nous, Européens, vivons ces spectacles-là, ces compétitions-là. Et alors pour le basket, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, le benchmark, l'élément de benchmark, la vitrine, elle est américaine. Souvent, un jeune, quand il s'intéresse au basket, il est très souvent exposé en premier à des contenus de NBA avant d'être exposé à des contenus issus de nos propres compétitions, un jeune français ou un jeune européen. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une des raisons économiquement qui fait que le basket est derrière le rugby au niveau professionnel en France. Euh, alors, la question subsidiaire, c'est est-ce que le basket professionnel français doit s'émanciper du modèle américain en trouvant son propre modèle, en cherchant voilà, à mettre en place finalement peut-être une expérience plus authentique, en s'inspirant de ce que peuvent faire le rugby et le foot en mettant plutôt en valeur un territoire à travers l'expérience en salle plutôt qu'un univers,
puisque voilà, on va dire la culture basket est aussi imprégnée de culture hip-hop, de culture, voilà, enfin, il y a tout un univers finalement derrière, hein, derrière le basket et qui est pas forcément rattaché à des territoires. Donc c'est vraiment très très différent comme discipline. Alors très sincèrement, moi j'ai pas la réponse. Je pourrais pas te dire si le basket quelle voie doit suivre pour se développer. Mais ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a plus tendance à aller vers le modèle américain. Je prends l'exemple du Paris Basket avec David Kahn, qui est à la tête du club. Là, la délocalisation notamment du match à l'Accor Arena, bon, ça a été une super réussite et on est vraiment dans l'inspiration américaine avec voilà les jeux de lumière à l'entrée dans la salle des joueurs. Enfin voilà, on est vraiment sur une scénographie très travaillée. Euh, et, euh, et je pense que malgré tout, enfin, en fait, c'est les décideurs du basket français qui vont avoir la réponse à cette question et ça doit s'appuyer sur des études marketing, sur ce que veulent leurs fans, sur qu'est-ce qu'ils recherchent finalement dans le basket, qu'est-ce qu'ils recherchent, voilà, qu'est-ce que les fans de NBA en France aiment du côté du basket américain. Voilà, je pense que voilà, il y a pas mal d'études qui n'ont pas forcément, à ma connaissance, été conduites aujourd'hui qui doivent être menées pour pouvoir voilà, prendre la bonne orientation dans le modèle à suivre. Moi, aujourd'hui, je n'aurais pas la réponse, même si on sent que ça tourne plutôt sur le fait d'être plutôt dans voilà, dans l'univers et dans la reproduction de ce que peuvent mettre en place les Américains. Alors je te rassure ou pas, mais je n'ai pas non plus la réponse. En tout cas, c'est vrai que ça peut être un gros chantier si tu décides de tout changer, parce que c'est vrai que le basketball, pour moi, tu l'associes à la hype, au hip-hop, au street, enfin quelque chose d'assez jeune et dynamique et moderne, notamment la mode, etc. D'urbain aussi, Urbain. ce qui est un peu en contradiction avec le rugby, même si le rugby s'est beaucoup urbanisé ces dernières années. C'est vrai. Et le rugby pour moi, c'est vraiment la bonne franquette plus ou moins, ou je sais pas, je pense charcuterie, etc. C'est vrai que c'est pas des codes que tu vas forcément associer au basketball. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, dans les codes du rugby, tu associes plus facilement le territoire que ce que peut l'être le basket. C'est ça qui est un défi, puisque nous, tous nos sports pro quasiment se construisent sur cette notion d'ancrage territorial. Donc du coup, dans le développement du basket, il y a vraiment, voilà, il y a toute une philosophie à construire, à penser, à réfléchir pour impulser une forte croissance. Je crois que David Kahn, dans une de ses interviews à l'équipe, disait qu'il voulait que le basket devienne le deuxième sport pro en France. Et ben ça, c'est des questions voilà, que la discipline devra trancher pour essayer un jour de dépasser le rugby. Alors, j'adore me plonger dans ces philosophies. Tu te rends compte que finalement, entre la partie visible de l'iceberg et la partie émergée, bah, tout n'est pas aussi simple et qu'il y a des choses quand même qu'il faut prendre en compte parce que sinon, tu ne peux pas expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas si tu as pas cette vision plus ou moins large. Tout à fait. Je te propose de changer de sport. On va prendre le ballon, bah, toujours dans les mains parce qu'on était sur du basket. Cette fois-ci, on va parler de handball et un peu plus de fan expérience. Il y a un club qui est super dynamique sur ces sujets-là, que l'on retrouve souvent, notamment sur Fanstriker, c'est le HBC Nantes. Qu'est-ce que tu as appris dans leur façon de concevoir l'expérience fan et notamment de développer leurs revenus B2C en l'occurrence? Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que fait le HBC Nantes, c'est la mise en valeur de sa communauté. C'est-à-dire que quand le club conçoit ses animations et l'expérience, le parcours en salle, il met toujours au centre, ça peut paraître une banalité, mais tout le monde ne le fait pas, il cherche toujours à mettre au centre le spectateur et à le mettre en valeur. Typiquement, d'ailleurs je crois que c'est une des animations que tu as relayées sur Fanstriker, mais dernièrement ils ont mis en valeur voilà, le 100 millième spectateur de la saison en lui faisant vivre une expérience incroyable en bord de salle pour assister à la rencontre. C'était face à Saran, peut-être, j'ai un doute, mais donc voilà un des exemples. Un autre exemple, c'est que dans les live tweets, par exemple, des rencontres,
Euh, le club n'hésite pas à prendre beaucoup en photo ses spectateurs, sa communauté, montrer les animations en tribune. Donc ça, c'est vraiment, disons que le peuple violet, c'est pas une notion galvaudée au HBC Nantes. Il y a vraiment cette volonté, quand on conçoit l'expérience au stade, ben, de mettre en valeur le spectateur et de le faire adhérer à une communauté, de faire en sorte qu'il entre dans une communauté. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le client, quoi. On est dans le fan, dans le spectateur, dans celui voilà, qui vient pour vivre des émotions partagées dans la salle. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, alors là, on revient un peu sur le modèle du Stade Rochelet, mais c'est le fait que dans la construction du parcours à la salle, il y a l'idée de pénétrer très tôt dans un univers propre au HBC Nantes. C'est-à-dire que dès que le spectateur a franchi la porte d'accès unique, il arrive sur un parvis où tout est aux couleurs du HBC Nantes avec tout un tas d'animations. Il y a un DJ sur le parvis, il y a un bar, il y a déjà des stands pour consommer, que ça soit voilà, différentes offres, que ce soit des galettes de saucisses, des hot dogs, etc. Et d'ailleurs, ce que me disait Guillaume Charpentier lors de l'entretien, c'est qu'ils accordent une importance importante au marketing olfactif. C'est important d'éveiller tous les sens pour euh, créer cet esprit convivial finalement en salle. Et du coup, ils apportent voilà, une attention particulière à ce que voilà, dès que tu rentres sur le parvis, tu sentes l'odeur, une odeur que tu reconnais, une odeur que tu associes au HBC Nantes, une odeur qui donne faim, qui donne envie de consommer. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant dans la manière dont travaille le HBC Nantes. Et pareil, le HBC Nantes a récupéré l'exploitation de sa salle, la H Arena, et petit à petit également dans la salle, le club habille tous les points de vente aux couleurs du HBC Nantes. Il essaie aussi de segmenter les différents points de vente pour qu'il y ait vraiment différentes offres. Il y a notamment également la brasserie des supporters qui a été mise en place, qui elle reste ouverte après le match, où les spectateurs peuvent aller consommer voilà, des planches de charcuterie, boire du vin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les joueurs qui viennent, deux joueurs viennent échanger avec les supporters. Quand je dis l'importance qu'accorde le HBC Nantes à ses spectateurs, ben, c'est vraiment pas galvaudé. C'est vraiment un esprit HBC Nantes dans lequel voilà, toutes les parties prenantes sont associées. Et donc, cette mécanique de joueurs qui vont à la rencontre des spectateurs, en général, dans les clubs professionnels, c'est plutôt réservé au B2B. Et ben, au HBC Nantes, c'est ben, également le grand public a accès aux joueurs en fin de match et peut échanger avec eux. Donc voilà, donc il y a vraiment cet esprit communauté qui est créé. Et je vais revenir juste sur un élément où on va d'ailleurs peut-être pas être d'accord, et je suis parfois pas d'accord avec certains experts à ce sujet-là. On a tendance à dire qu'un club professionnel, c'est une entreprise du divertissement, de divertissement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je parlerais plutôt d'entreprise à émotion. Un club pro, on va le voir, on consomme des produits parce qu'on va chercher à appartenir finalement à une communauté, à, à partager des valeurs communes, à partager des émotions communes. Et, euh, et dans une entreprise de divertissement, on sait d'avance que quand on consomme un produit ou qu'on se rend à un événement, on va se divertir. Quand on va voir une rencontre, ben, c'est pas forcément le cas. On peut avoir voilà, des sentiments partagés parce que l'équipe a perdu, mais l'important n'est pas de se divertir, mais c'est de partager les émotions, d'avoir cet esprit de communion et de partager voilà, des points communs, hein, des dénominateurs communs avec une communauté. Et ça, je trouve que et le HBC Nantes et le Stade Rochelet sont des clubs dans lesquels on ressent ça, c'est-à-dire que quand on va au stade, on a l'impression voilà, d'adhérer à un groupe de personnes, d'adhérer à une communauté, et c'est sûrement ce qui explique les succès ben, voilà, de ces deux clubs. Donc c'est vrai que quand tu en parlais, je pensais à la question que je pose souvent à mes interlocuteurs, à savoir cette notion de client et de fan. Indirectement, ta réponse, c'est que tu privilégies davantage l'appellation fan que client. Et c'est vrai qu'il y a deux écoles dans l'écosystème du sport business. Une qui ne va pas vraiment accepter l'usage du mot client et pour les raisons que tu as citées.
et un autre qui va centrer uniquement sur ce sujet-là client, parce que finalement, voilà, un club pour eux ou lui, ou du moins ces personnes qui ont cette pensée-là, a que pour objectif de augmenter ses revenus, etc., en ayant effectivement le côté affectif qui soit présent, mais en n'oubliant pas qu'aujourd'hui, un club, c'est pas une association à loi 1901 qui ne doit pas développer de revenus, au contraire. Non, mais tout à fait, là, tu as entièrement raison, Mathieu. Et d'ailleurs, les sujets sont pas antinomiques. En effet, un club professionnel doit aujourd'hui se staffer comme une entreprise, travailler comme une entreprise pour développer ses revenus. Ça ne doit pas l'empêcher d'aller chercher à conquérir de nouvelles cibles, de nouveaux spectateurs. Mais ces spectateurs, il faut les faire adhérer finalement à une communauté, parce que euh, c'est la meilleure moyen en fait de fidéliser ces nouveaux publics, c'est de les faire adhérer finalement à l'écosystème et à l'ensemble de valeurs que partage le club. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que du côté entrepreneurial, du côté des entreprises, il y a cette volonté de créer des communautés aujourd'hui. Nike, à travers ses différentes applications de running, etc., l'idée, c'est également finalement de créer des communautés pour renforcer cet attachement à la marque et renforcer cet attachement aux valeurs finalement de l'entreprise, qui peut être la promotion du sport, le bien-être, etc. Euh, et du coup, ça, les clubs, en basculant de l'association à l'entreprise, ne doivent quand même pas perdre, voilà, doivent quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire que, voilà, le spectateur ne doit pas être traité comme un client lambda. Le but, c'est vraiment voilà, ben, de le faire adhérer à une communauté pour le fidéliser. Et c'est vrai que souvent on cite l'exemple du sport américain comme exemple à appliquer en France, mais au final, quand tu regardes des événements sportifs collectifs, on va dire, ou pas forcément, mais des événements sportifs aux États-Unis, et bah t'as des ultras qui sont présents, t'as des grands supporters avec des drapeaux, des grands drapeaux, etc., torse nu, qui ont autant de volonté que nos ultras ici en France. Donc t'arrives aussi à cohabiter dans le modèle d'un sport américain avec des hardcore fans et du grand public. Ça existe aussi là-bas. Tout à fait, et la notion de communauté est très forte aussi aux États-Unis, derrière les franchises, etc. En Europe, parfois, on a un peu une vision galvaudée parce que, en fait, on pointe du doigt les exemples qui nous sont pas favorables, comme les délocalisations de franchises, ou ce genre de choses, alors que ça devient d'ailleurs de plus en plus rare, hein, ces histoires de délocalisation de franchises. Mais en vrai, il y a un vrai esprit communauté bah, derrière les franchises nord-américaines. Il y a en effet d'un côté les hardcore fans et de l'autre côté il y a les familles qui viennent, mais qui viennent très tôt au stade, venir partager un moment au stade. Et elles ne viennent pas partager ce moment au stade uniquement parce qu'elles veulent voilà, consommer de la nourriture, etc. C'est aussi la volonté ben, de venir soutenir le club, d'adhérer au projet du club, etc. Ben, il y a une volonté de se retrouver avec voilà, d'autres personnes semblables qui ont le même hobby, voilà, le même loisir. Et donc ça, c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose voilà, que les clubs ne doivent pas perdre. Tout à l'heure, tu parlais de marketing olfactif. Ça m'a fait sourire parce que ça me fait replonger dans mon background au niveau des études. J'ai beaucoup étudié le monde du commerce de façon générale. Et le lieu de commerce par excellence dans un événement sportif, c'est la boutique. La boutique, justement, c'est un lieu de passage normalement qui doit être un vrai atout dans l'expérience en match day et même hors match day si elle est ouverte en hors jour de match. C'est le cas à Toulouse, donc le TFC qui vient juste de valider d'ailleurs sa montée en Ligue 1. Une très bonne chose parce qu'ils ont construit une vraie communauté entre le rugby, le football, etc. Je trouve que ce qu'ils mettent en place, c'est intéressant. Ils retrouvent, j'ai l'impression, les valeurs qui étaient les siennes, le club auparavant. Qu'est-ce que tu as pu noter notamment avec cet aspect boutique à Toulouse, mais sur les autres exemples que tu as cités dans le magazine? Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, malgré la multiplication des canaux de vente, et notamment l'essor du web, la boutique au stade reste un canal très important dans les activités de merchandising des clubs pro. Ça, c'est vraiment vrai pour, je pense, 90% des clubs. En tout cas, c'était vrai pour tous les clubs qu'on a interrogés sur le sujet. Et en vrai, il n'y a que les mastodontes, on va dire, du sport mondial où c'est moins vrai parce que c'est devenu des marques mondiales et qui, du coup, elles écoutent beaucoup de produits à travers notamment leur portail e-commerce. Mais
Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette boutique au stade, elle est centrale, elle est très importante dans les activités de merch. Euh, pour donner des ordres de grandeur, ça représente à peu près un cinquième des activités de merch du FC Lorient, par exemple. C'est-à-dire que finalement, les 19 jours de match, c'est un cinquième de l'activité merch totale du club. On monte du côté de Strasbourg, je voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on est près de 30% de l'activité. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà, pour donner quelques ordres de grandeur. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, les clubs doivent assurer un volume de vente très conséquent dans des laps de temps très courts. C'est-à-dire que la boutique au stade vit généralement quasiment qu'en jour de match. Et du coup, ce sont on va dire, des espaces commerciaux d'une centaine de mètres carrés qui doivent recevoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de spectateurs, souvent en avant-match, on va dire entre 1 heure et 10 minutes, 5 minutes avant le coup d'envoi. Et donc, du coup, ça nécessite voilà, de réaliser un maximum de transactions en un laps de temps très court, ce qui pose évidemment des difficultés en termes de fluidité des flux, en termes de capacité d'accueil dans les boutiques. Il faut forcément les aménager pour que ça puisse bien circuler, d'efficacité dans les process et notamment dans le passage en caisse. Du coup, voilà, c'est vraiment, on va dire, un métier dans le métier que de vendre en jour de match. Et du coup, les clubs cherchent évidemment des solutions voilà, pour pouvoir développer cette activité merch en jour de match, et notamment cette problématique de flux. Et l'un des éléments qui commence à être mis en place, bah, c'est de multiplier les points de vente. C'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs dans la restauration. On en parlait avec le Stade Rochelet et le HBC Nantes sur la restauration. Mais l'idée, c'est également en merch de développer les points de vente au stade. Alors ça peut passer par un truck sur le parvis du stade. Certains clubs commencent à tester ces solutions-là. Ça peut passer par des colporteurs, c'est-à-dire des vendeurs ambulants qui circulent dans les coursives ou en tribune avec évidemment que quelques produits, mais qui peuvent être présentés du coup aux supporters, qui peut quasiment acheter à la place finalement le produit. Ça peut passer, alors ça c'est pas beaucoup mis en place, mais ça peut passer par la buvette, avec la possibilité de commercialiser les produits de merch à la buvette, mais c'est très peu mis en place parce que ce sont souvent des opérateurs différents qui gèrent la boutique et la buvette. Donc, euh, donc il y a voilà, tous ces dispositifs-là qui sont mis en place. Et également au sein des boutiques, beaucoup de clubs essaient voilà, de travailler notamment le sujet de la fluidité du passage en caisse, où là alors c'est des solutions très classiques, hein, c'est la multiplication du nombre de caisses, c'est d'accepter uniquement les paiements par carte aussi. Certains clubs refusent voilà, les paiements en espèces pour pouvoir fluidifier les transactions. Certains stades ont maintenant leur propre monnaie d'ailleurs aussi, donc ça aussi, ça peut permettre aussi de fluidifier les transactions. Voilà, donc ce sont voilà, de multiples paramètres, mais comme on est sur des volumes importants sur des laps de temps courts, la moindre modification qui fluidifie le process peut permettre à un club d'emmagasiner des revenus additionnels significatifs. C'est vrai que tu l'as très bien cité. Moi, je reviens sur une phrase que Olivier Jobert, le directeur général de Toulouse FC, indique dans le magazine. Il explique que le taux de transformation en boutique, donc le taux de transformation, c'est le nombre de clients qui viennent dans la boutique, mis en face de le nombre de clients qui ressortent ou de fans qui ressortent avec un achat. Il est compris en jour de match entre 35 et 40%, soit presque environ, si je grossis le trait, un client sur deux. Mais ce chiffre-là se dégrade lorsque l'augmentation se fait au stade. Je crois qu'il explique que sa boutique est très bien conçue pour une moyenne de 15 000 spectateurs. Et dès qu'on dépasse et qu'on arrive sur du 20 000, je crois que c'est à peu près 20-22 000 spectateurs, et bien là, ce chiffre se dégrade considérablement. Et donc, du coup, ça rejoint ce que tu nous as dit précédemment. C'est qu'il faut trouver des moyens de vendre sur des points de contact différents, peut-être de créer une boutique qui vient au spectateur et non pas un lieu physique où le spectateur dans lequel celui se déplace. Il faut aussi revoir ses services. Je prends l'exemple du flocage. À Lorient, il l'expliquait très bien. Ils refusent, ils ne permettent pas de floquer en jour de match parce que sinon, forcément, c'est du temps, c'est du service additionnel, ça crée des files d'attente importantes. Donc, il y a cet objectif de fluidification du trafic qui est super importante si on veut augmenter son chiffre d'affaires ou optimiser son chiffre d'affaires en jour de match.
Ah, ça, c'est très intéressant. Je crois que l'exemple, en effet, très parlant, c'est celui du TFC, où, en effet, le taux de transfo est autour de 35-40% quand le TFC reçoit moins de 15 000 spectateurs. Et voilà, dès qu'on est sur des volumétries supérieures à 20 000, le taux a tendance à baisser. Il faut savoir un peu, pour avoir aussi un autre ordre de grandeur, que grosso modo, le TFC reçoit à sa boutique, accueille à sa boutique en moyenne autour de 10% de ses spectateurs au stade. Euh, Sachant que il y a un exemple qui est parlant, c'est que face au Paris FC, qui est l'affluence record de la saison en Ligue 2, je crois que le TFC avait reçu 28 000 spectateurs au stade. Donc l'idée, c'est qu'on va être autour de 3000 passages en boutique. Et là, clairement, 3000 passages en boutique sur le laps de temps très court, on va dire que euh, l'essentiel, c'est sur les 30 minutes avant le coup d'envoi. Eh ben, c'est difficile à gérer sur un espace commercial de 100 mètres carrés. Et en fait, ce qu'a constaté le club, par contre, ça c'est intéressant, c'est que sur ce match-là, affluence exceptionnelle, mais qui ne sera normalement plus exceptionnelle quand le TFC retournera en Ligue 1, du moins je leur souhaite qu'ils aient des affluences pareilles, c'est que euh, en fait ils ont enregistré un énorme taux d'activité en après-match. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est sur cette journée-là de réception du Paris FC, 35 ou 40%, je crois qu'on est monté à 40% de l'activité a été enregistrée en après-match. Pourquoi? Parce qu'en avant-match, les queues étaient tellement longues que du coup, certains ont reporté leur achat. Et en plus, comme il y a eu victoire derrière dans un match hyper important, du coup, ça a joué. Le TFC a accepté de laisser sa boutique ouverte plus longtemps que prévu en après-match. Et du coup, quasiment la moitié du chiffre d'affaires a été fait en après-match. Donc voilà une des conséquences en fait de ne pas pouvoir finalement accepter un flux trop important de transactions. On peut quand même récupérer une partie de l'activité lors de l'après-match, etc. Mais c'est quand même dangereux parce que si le résultat n'avait pas été à la hauteur, très certainement, cette partie de l'activité-là n'aurait pas été récupérée. Et du coup, c'est vraiment un casse-tête pour les clubs, ben voilà, pour pouvoir générer l'activité à la hauteur du potentiel. Euh, Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des solutions sur lesquelles les clubs planchent, notamment la solution des ventes ambulantes. Le TFC va le tester sur l'utilisation de enfin sur le recours à des colporteurs. Et, euh, et voilà, et ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, je l'ai peut-être pas dit, mais que il y a cette problématique de fluidité, mais étrangement, il peut y avoir aussi des problématiques de trafic en magasin, malgré tout. Et pourquoi? Parce que parfois, dans certaines configurations de stade, la boutique n'est pas forcément super facilement accessible. Euh, Notamment pour des raisons de sécurité et du coup de sectorisation, donc toutes les tribunes n'ont pas accès à la boutique, etc. Euh, et aussi des problèmes d'animation, parce que voilà, certaines boutiques peuvent être plutôt petites en espace commercial et du coup on n'y trouve que les produits basiques. Et évidemment, un abonné qui vient aux 19 dates va pas passer 19 fois si, s'il n'y a pas d'animation commerciale ou d'animation produit en point de vente. Et ce qui est intéressant, c'est que des clubs aussi bossent sur comment favoriser la récurrence de trafic en magasin lors des jours de match. Et là-dessus, il y a un club qui travaille très bien. On l'a mis en avant dans le magazine, mais c'est le FC Lorient. Alors, il y a le FC Lorient et le Racing Club de Strasbourg. Il y a des mécaniques différentes. Le FC Lorient travaille pas mal sur tout ce qui est animation euh, euh, tout court au niveau du match. Par exemple, le club fait passer ses joueurs par la boutique lors de leur arrivée au stade. Et ça, c'est génial parce que ça crée un attroupement important dans la boutique et ça permet d'en faire finalement un rituel de venir à la boutique pour assister à l'arrivée des joueurs. Et surtout, c'est le public très captif puisque c'est les fans, les vrais, enfin les plus grands fans
qui viennent dans la boutique. Et qu'est-ce qu'ils font les joueurs? Ils vont acheter leur maillot avant de jouer dans la boutique, c'est ça? Bon, ils traversent simplement la boutique au moment, mais peut-être qu'il faudrait proposer à Mais Emmanuel qui récupère ouais, en effet d'ailleurs, leur maillot exactement. directement dans Et la boutique, leur pack avec voilà, leur tenue dans la boutique. Ça, c'est vrai, c'est une super idée. une bonne idée, Emmanuel. Si tu nous écoutes, tu peux proposer l'idée et nous inviter sur l'événement qu'on vienne relayer ça sur EcoFoot et Fanstriker. Exactement, exactement. Et voilà, donc ça c'est le type de mécanique, un des exemples pour favoriser la récurrence. Un autre exemple au FC Lorient, c'est le fait d'organiser des jeux concours au stade où les vainqueurs sont affichés en boutique. Ça c'est également super pratique pour permettre voilà, de favoriser la visite en boutique. Et il y a aussi le Racing Club de Strasbourg, alors, je terminerai peut-être là-dessus sur le merch, mais qui, de son côté, favorise la récurrence de visite en boutique en essayant d'événementialiser sa politique produit en fonction des matchs. Par exemple, lors de la réception de la SSE au mois d'octobre dernier, le club avait décidé de placer ce match sous le fait de célébrer l'Oktoberfest. Et du coup, il y a eu voilà, des t-shirts collector du Racing qui ont été commercialisés à la boutique à ce moment-là. L'idée, c'est que le Racing essaie voilà, de créer des produits événementiels pour quasiment chacun de ses matchs voilà, pour favoriser la récurrence de visite à la boutique. Dans l'expérience fan, de façon générale, il y a 3 temps forts. Il y a avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Et ce que tu disais avec l'exemple du match entre le Toulouse FC et le Paris FC, c'est d'autant plus intéressant que parfois ça peut être une stratégie assumée. C'est-à-dire que c'est vrai que dans trop peu d'événements de mon observation, aujourd'hui, on incite le public, les spectateurs, les visiteurs à aller faire un tour dans les lieux de restauration, dans les lieux de consommation, les boutiques, pour pouvoir passer dans la boutique pour réaliser un achat après l'événement. Parce qu'effectivement, si le résultat est positif sur l'aspect sportif, bah, tu peux surfer là-dessus et aller inciter, influencer le public à aller consommer derrière. Et malheureusement, c'est pas le cas de beaucoup de clubs, mais ça peut vraiment être une stratégie. Et, j'ai beaucoup aimé l'idée de Bruno de Licensing for Growth, qui proposait d'intégrer la commercialisation des mugs dans les points de restauration directement. Et moi, je l'ai vécu, par exemple. J'ai vécu un exemple similaire aux États-Unis lorsque j'étais voir un match de baseball. Ils te proposaient plusieurs offres de restauration. Une toute simple où tu pouvais prendre des frites avec du fromage, etc. dans une coupelle très basique, recyclée, je crois. Une autre un peu plus chère où tu pouvais avoir le même contenu dans un contenant différent qui était en fait un casque de baseball. Et c'est indirectement une offre de restauration mixée à une commercialisation d'objets dérivés qui je trouve est plutôt intéressante dans la réflexion qui peut y avoir. Et le dernier point que bah, Bruno aussi mentionnait, c'était le manque de cohérence et de connexion entre les différents services. Typiquement, le speaker pour moi est un élément essentiel de l'expérience match en jour de match. Bah, lui, forcément, son rôle, c'est aussi d'inciter, d'inviter les utilisateurs, les spectateurs dans leur circuit. Il y a ça, il y a par exemple la restauration, a aussi un intérêt à réorienter le public dans l'espace boutique et inversement, etc. Et c'est vrai que Bruno, lui, mentionnait qu'il n'y a pas beaucoup de connexion entre ces différents services. Ouais, tout à fait, exactement. En fait, c'est souvent lié à un problème, je l'ai souvent dit au cours de cet épisode, mais lié au fait que ce sont des prestataires souvent différents qui gèrent les activités. Et du coup, ça manque complètement de connexion, tout à fait. Il y avait juste aussi un autre élément au niveau de la commercialisation de produits dérivés en buvette, où les clubs m'expliquaient que c'est souvent compliqué à mettre en place car souvent ils doivent déjà faire face à des files d'attente énormes aux buvettes parce que tout le monde vient consommer à la mi-temps. Enfin, une grande majorité des spectateurs viennent consommer à la mi-temps et que du coup là l'enjeu de la fluidité est encore plus fort dans des transactions par rapport à la boutique et que de complexifier les offres en mettant en place des produits de merch, bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faudrait réaménager en fait les buvettes dans les stades en question pour pouvoir mettre en place voilà, ce type d'offres couplées produits de merch et produits de snacking. Et aujourd'hui, voilà, c'est assez difficile à mettre en place. Après, on voit que c'est possible. Hein, tu as cité des exemples, notamment aux États-Unis. Voilà, ça demande sûrement à repenser finalement ces espaces-là, ces buvettes pour y intégrer d'autres activités. On a dépassé l'heure de l'échange. On est à pratiquement 1h20 d'échange. Les deux dernières questions avant de conclure.
Et c'est peut-être, enfin, la prochaine est peut-être la plus importante pour ceux qui n'auront pas écouté attentivement les 1 h et 20 minutes précédentes. Qu'est-ce que tu retiens, toi qui es à l'origine de ce magazine numéro 87, de tout ça? S'il y avait une recette secrète à en tirer ou des standards à valoriser pour nos auditeurs qui travaillent aujourd'hui dans les clubs, qui ont pour objectif de développer, optimiser les revenus B2C, puisque c'était la thématique de cet épisode. Si j'ai un élément en fait à retenir, c'est que les clubs qui réussissent sont souvent ceux qui ont, d'ailleurs pour reprendre les mots du Stade Rochelet, qui ont la culture de l'internalisation. C'est-à-dire que ce sont des clubs qui se sont réappropriés quasiment tous les pans de leur chaîne de valeur, de l'expérience au stade. C'est eux qui gèrent leur activité de restauration, c'est eux qui gèrent leurs activités de merchandising, c'est eux qui gèrent leurs activités de sponsoring. Et ça peut avoir aussi un élément, ça peut être un élément important de l'expérience spectateur, une activation mi-temps qui va être mise en place avec des spectateurs peut avoir un lien avec le thème général du match, etc. C'est comme ça qu'on construit finalement un parcours spectateur au stade qui est efficace d'un point de vue marketing. Et donc on voit que les clubs qui ont la main, qui ont réinternalisé les compétences, qui ont cherché à acquérir le savoir-faire, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas se faire aider et épauler. Hein. Des agences, des prestataires peuvent venir donner, voilà, partager leurs bonnes pratiques, etc. Mais le fait de réinternaliser compétences et métiers, bah, ça donne plus de souplesse dans l'organisation du parcours spectateur en jour de match. Ça donne plus de cohérence dans la stratégie d'ensemble et ça permet finalement voilà, d'avoir tous les leviers accessibles ben, pour pouvoir mettre en place et orchestrer une stratégie globale en adéquation avec ses besoins, avec son territoire, avec les besoins exprimés finalement par sa communauté. Donc voilà, si j'avais un élément, et vraiment le HBC Nantes, j'en ai pas parlé, mais le HBC Nantes sur la restauration a mis en place beaucoup d'éléments positifs, notamment le fait de travailler avec des artisans locaux. Bon, on n'aura pas le temps d'en parler, je suis désolé, je suis bavard, mais l'internalisation, c'est vraiment, pour moi, je trouve, un facteur clé de succès qui explique le fait que d'un côté le Stade Rochelet et de l'autre côté le HBC Nantes affichent souvent complet à leur match. Bon, merci pour tous ces conseils qui sont judicieux, intéressants. Un réel plaisir d'écouter tout ça et que tu résumes tout ça parce qu'aujourd'hui, on peut avoir toutes ces infos en lisant le numéro 87, le magazine 87 d'EcoFoot. Dernière petite question, parce qu'on a une tradition aussi chez Fanstriker, à chacun de nos échanges, on pose cette question qui en même temps, qui est à la fois simple et pas si simple que ça. Quelle est ta propre définition de la fan expérience, Anthony? Pour moi, la fan expérience, alors ça va être très simple, c'est en une phrase, c'est l'ensemble des points de contact et des relations entre le fan et son club. Et pour élargir un peu le sujet, c'est souvent on se focalise beaucoup, et alors c'est un très mauvais exemple parce qu'on n'a parlé que de ça lors de cet échange, mais on se focalise sur l'expérience au stade, mais en réalité, le sujet est bien plus vaste que ça, et notamment aujourd'hui avec l'essor du digital et la multiplication finalement des échanges et la verticalisation, on peut dire, enfin l'horizontalisation, pardon, des échanges entre fans et clubs, permis par les réseaux sociaux notamment et les canaux digitaux. Voilà, c'est vraiment tout ce qui lie un club à sa communauté. Et du coup, ben, finalement, la fan expérience, on la retrouve à travers ben, toutes les activités d'un club, que ça soit, on l'a dit, les activités commerciales, le merch, la billetterie, etc., mais également la communication. Euh, Moi, il y a un élément, par exemple, que je vais donner. Euh, Quand je dis que c'est tous les points de contact, ben, ça peut être, par exemple, les fans qui assistent aux entraînements des footballeurs pros, des rugbyman pros. Et par exemple, à ce niveau-là, pendant longtemps, les clubs n'ont pas prêté beaucoup d'importance à la manière dont ils recevaient ces hardcore fans qui sont prêts à venir suivre les entraînements des joueurs. Euh, alors, je donne des idées en l'air, mais peut-être d'avoir un salarié du club qui les accueille, qui échange avec eux, qui demande aux joueurs, spécifiquement peut-être à deux trois joueurs à la fin des séances de venir échanger
avec voilà les fans qui sont en bord de terrain d'échauffement, participer à la conférence de presse peut-être pour l'échauffement d'avant match, de veille de match, d'aller après assister pour certains des fans à la conférence de presse. Voilà. Je donne des idées en l'air, mais voilà, c'est important de sortir du match day et de concevoir la fan expérience de manière globale et au quotidien en fait, parce qu'il y a des relations au quotidien. Et c'est comme ça qu'on va favoriser le sentiment d'appartenance et le sentiment d'appartenir à une communauté, qui était un petit peu le fil rouge de nos échanges. Tu l'as dit, nous nous sommes vraiment concentrés sur les revenus B2C générés en jour de match, mais en présentiel, c'est-à-dire que les spectateurs qui viennent au stade. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des opportunités aussi de développer, de créer des opportunités de développement de revenus en B2C pour des spectateurs ou des fans qui ne sont pas forcément au stade en jour de match. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast parce on est presque à 1h30 et ça fait un peu long à écouter ensuite. Mais c'est une vraie question en tout cas et je vais essayer de réfléchir là-dessus et pourquoi pas écrire quelques lignes à ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup comme tout ce qu'on a abordé précédemment. Je tiens à te remercier vraiment Anthony pour cet échange. C'était très intéressant. Merci à toi Mathieu, j'ai été ravi d'échanger avec toi sur des sujets qui nous tiennent à cœur à tous les deux. Donc des échanges entre passionnés, c'est toujours un bon moment. Exactement, et j'espère que tous les passionnés qui nous ont écoutés ont pris plaisir également. Je vous invite vraiment tous à aller éplucher ce magazine numéro 87 pour avoir des petits secrets, des petites anecdotes concrètes au sein des clubs et des organisations sportives. C'est disponible sous forme d'abonnement. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut consulter le magazine ? Ouais, tout à fait. Alors c'est sous forme d'abonnement. Alors on a plusieurs formules, voilà, dont une qui est le pass 24 heures si on est uniquement intéressé. Ce qui est intéressant si c'est uniquement ce magazine-là dont on porte de l'intérêt. Et sinon, il y a également des extraits en libre accès sur la plateforme web. On les a pas encore tous publiés. Ils seront tous en ligne d'ici la fin de semaine, d'ici cette fin de semaine, début de semaine pro. Notamment, il y a une grande partie de l'interview du stade Rochelet qui est accessible librement. Et il y aura également une partie de l'interview du HBC Nantes. Ça sera publié en début de semaine pro, qui sera accessible librement sur ecofoot.fr. Super. Eh bien, merci beaucoup, Anthony. Il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, après-midi, et à te dire à bientôt, que ce soit en physique, peut-être à Lorient, on ne sait jamais, à Lorient pour une prochaine visite de la boutique où les joueurs viendront récupérer leur équipement, ou ailleurs. Tout à fait, Mathieu. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, salut. À très vite, bonne journée, salut. Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, ça veut dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.